vous emmène en balade à Bordeaux. Oui. Et on se retrouve devant la librairie Mola. Ouais. Pourquoi? C'est le début de la fin. C'est le début de la fin ou l'ouverture d'un nouveau chapitre, puisque c'est dans cette magnifique librairie que mon livre est disponible, 111 sakés à ne pas manquer, aux éditions Emons. C'est pas du tout de la publicité, je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Et le début de la fin, parce que Mola, c'est quand même une institution pour tous les Bordelais. Et moi qui suis made in Bordeaux, ça a toujours été, tu vois, un rêve. En fait, j'ai toujours voulu écrire un livre. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé un blog. Et je m'étais toujours dit, si un jour j'arrive à écrire un livre, je pourrais mourir demain si mon livre il est chez Mola. Et c'est vrai que mon éditeur, mon éditrice même, m'avait envoyé une playlist des librairies où était mon livre. Et tu peux pas savoir à quel point j'ai été déçue de ne pas voir Mola. Je me suis dit, mince, j'ai fait tout ça, 2 ans, et je suis pas chez moi. Elle m'a dit, mais c'est pas la liste définitive, vous inquiétez pas. Et après, on m'a dit que le livre était chez Mola. Et si je dois vraiment être très honnête, je suis allée plusieurs fois chez Mola voir s'il y avait mon livre. Et même ma mère y est allée. En secret, tu vois, elle est allée dans le rayon et puis elle l'a pas vu, elle a dit « Ah, mais vous avez pas 111 sakés à ne pas manquer par Chloé Caso-Grand-Pierre ?» Mais comment? Le jeune homme et tout qu'elle a vu lui a dit Ah si, mais non, on n'en a plus. Ah bah il faut qu'on le recommande. » Elle était là « Bah oui, parce que moi j'ai envie de l'acheter. » Tu veux qu'on aille le voir en rayon? Si tu veux. On le surnomme vin de riz aussi, même si c'est vrai que la dénomination vin, pour beaucoup de puristes du saké japonais, ça les fait hurler. Parce que la définition du vin, c'est un produit qui est fait à partir de raisin ou jus de raisin fermenté. Et dans le saké japonais, il n'y a pas de raisin. Donc l'appellation vin ne correspond pas lieu d'être. Et pourtant, il y a une thèse qui a été sortie il y a quelques années, qui était très intéressante, sur la redéfinition en fait, du terme de vin. En disant on pourrait faire 2 catégories, les vins de fruits, dans lesquels il y aurait le vin de raisin, mais le cidre, le poiré, les vins d'ananas, les vins de tomates, etc. Et les vins de céréales, dans lesquels on aurait donc le saké japonais. Et d'autres alcools, d'autres boissons fermentées, parce qu'en Asie, en Afrique, on utilise beaucoup de céréales aussi. Je te suis, on est dans la librairie Mola à Bordeaux. Je fais comme si j'étais chez moi. Exactement, j'ai l'impression d'être chez toi d'ailleurs. Je suis en train de naviguer entre les rayons, avec tous ces livres de toutes ces couleurs. Il est dans quel rayon? Il est dans le rayon des boissons. Tiens, regarde. Tadam! Boissons, vins spiritueux, nature, animaux, plantes et fleurs, et cuisine. Donc, toi, tu es dans saké. Il y a vraiment une toute petite partie de l'étagère qui est dédiée au saké. Il n'y a pas énormément de livres sur le saké. Peut-être 5 ou 6 quoi. Ah ouais. En France. Ouais. D'accord. Et c'est pour ça que tu l'as écrit, ton bouquin? Parce qu'il y avait un manque ou pas? Oui. Oui. Oui aussi. Puis j'avais cette volonté d'écrire. Et je voulais écrire sur quelque chose que je connaissais. Je ne peux pas dire que je maîtrise parce qu'on en apprend encore tous les jours. Mais oui, vraiment, à l'origine, je voulais écrire plutôt sur les accords, mais saké. Quand j'ai commencé en fait à me renseigner, tu vois, sur comment est-ce qu'on fait pour publier un ouvrage, parce que ça aussi, il n'y a pas de manuel. Je me suis dit, est-ce que je le fais en auto-édition? Est-ce qu'il faut trouver un éditeur d'abord? Est-ce qu'il faut faire un manuscrit d'abord et l'envoyer ensuite à des éditeurs? Et en fait, j'ai eu tous les sons de cloche. Et puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, moi je viens de sortir 111 vins suisses à ne pas manquer. Et si tu veux, je te donne les coordonnées de mon éditrice. Et donc je lui ai envoyé un mail. Et elle m'a dit, le créateur en fait de Emons adore le saké. On pourrait peut-être faire des essais. Donc on a fait quelques essais. Il fallait que ça soit facile à comprendre, que ça soit intéressant, que ce soit dynamique, qu'il y ait des anecdotes, etc. Et donc j'ai fait plusieurs essais. On m'a dit banco et j'ai signé le contrat et on est parti pour 2 ans. 2 ans où tu savais que tu allais tout dédier, tout ton temps à ce livre sur le saké. Oh Isabelle.
Écoute, c'était donc en 2021, décembre 2021, j'apprends que je suis enceinte. Donc j'ai écrit le livre en même temps Que tu as créé ton bébé. que j'ai C'est j'ai beau. accouché de 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 deux bébés. Et donc tu vois, le saké japonais est partout dans la ville de Bordeaux. Le défi aujourd'hui, c'est de m'emmener dans plusieurs lieux qui ont un attrait avec le Japon. Et là, on est rue Vital-Carl, donc pas très très loin finalement de la librairie Mola, Ouais. devant une devanture de spécialité japonaise, Sakete Porcelaine. Tu peux me dire le nom de la boutique s'il te plaît, Jeyo. parce que- Comment tu dis Jeyo épicerie. Je suis pas sûre que les propriétaires soient japonais, Ok, mais ils sont passionnés par le Japon et ça c'est le plus important. tout comme toi. Ouais. Et donc il y a une épicerie, on peut y aller pour le déjeuner. Il y a même des mochi. C'est ça les mochi. Tu sais, c'est Allez, de la mochi. farine de riz. Mhm. Et à l'intérieur, en fait, tu as une garniture. Alors traditionnellement, c'est de la pâte de haricots rouges, mais maintenant, c'est tellement populaire qu'ils en font à base de plein de choses. Bonjour. Et j'ai cru comprendre qu'ils avaient créé une cave à saké. Donc j'y suis encore jamais allée, tu vois, donc c'était l'occasion. Allez, on va voir. On monte un petit escalier. Du saké, il y en a tellement dans ton guide, hein. Il y en a 111 sélectionnés. Mais il y en a plus que ça, parce Ouais. que pour la sélection, ça a été aussi un truc de dingue. Je me souviens, tu m'avais un peu raconté. Ouais. Tu as fait venir le saké de plusieurs provenances Oui. du Japon et d'ailleurs. Et d'ailleurs, oui, tout Parce à qu'on fait. fait du saké aussi ailleurs qu'au Japon. J'ai fait Ça- venir, il y a à peu près 100 sakés qui viennent du Japon, donc d'un peu partout. Après, j'ai fait venir du saké donc de France, donc ça, été le plus simple. D'Espagne, d'Italie, de Suisse, du Royaume-Uni, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande, des États-Unis. Ce sont des sakés qui sont produits dans ces pays. Exactement. Donc en France, on en produit aussi. Oui. Où ça? Alors, il y a la plus ancienne, c'est Cora de Bourgogne, qui fait beaucoup de produits bio, d'ailleurs, de bonne qualité. Ils ont voilà, quelques sakés, du saké de cuisine aussi. Mhm. Ensuite, il y a les Larmes du Levant, Grégoire, qui est dans les côtes-rôties Condrieu. C'est même une maison qui est exportée au Japon, donc c'est dire sa qualité. Ensuite, il y a Wakaze, que d'ailleurs, ils distribuent ici. J'ai vu qu'il y avait un Wakaze, petit toujours, wakaze. toujours un saké français. saké français, produit en banlieue parisienne. Et là, ils viennent d'ailleurs de faire un partenariat avec un chef étoilé. Et là, j'ai reçu du saké d'une maison qui s'appelle Azeru, qui est toute nouvelle, qui est vraiment pas mal aussi. Ils font des très belles qualités de saké. Ils sont en Occitanie. Et le scoop, j'ai été contactée par 2 personnes. Il y a 2 maisons de production qui s'ouvrent à Bordeaux. Une sur le bassin d'Arcachon et une à Bordeaux. Bordeaux, Orange is the new black, is Bordeaux the new saké? C'est la question. Donc tu vois, là, une belle sélection. Hein. Alors, ce qui est marrant, c'est que les bouteilles de saké, elles ont tout un aspect différent. Ouais. C'est-à-dire qu'elles ont une forme différente. Il y en a qui, on dirait des bouteilles de vin, et puis d'autres, on dirait des canettes de bière, on dirait des flacons à parfum. C'est très créatif, en fait. Il n'y a pas de codification sur la bouteille de saké. Non, et par contre, c'est ça qui est très sympa, c'est que moi j'aime beaucoup le design en fait des étiquettes de saké japonais. Et Patrick Herrer, qui est donc le propriétaire du restaurant Le Nama, est aussi photographe à ses heures perdues. Il s'est régalé pour le livre parce que c'est vrai que l'étiquette et les bouteilles, elles sont trop belles. Le papier qui est utilisé, des fois, c'est du papier de riz. Les idéogrammes avec les calligraphies différentes, voilà, ça donne des impressions de profondeur, de modernité, de tradition.
les formats de bouteilles aussi. Est-ce qu'il y a un repère quand même visuel sur la provenance du Japon, par exemple? Est-ce que tu pourrais reconnaître sans regarder les étiquettes, juste à la forme, au design d'une bouteille Non, c'est difficile. Après, de plus en plus, tu as des indications géographiques, donc ils vont avoir des petits stickers, là, tu vois, comme ici, les grands sakés de Hiroshima. Hiroshima qui fait des sakés magnifiques. Hein. Très très beau saké. Donc tous les sakés en provenance de Hiroshima vont avoir cette petite vignette. Les grands sakés d'Hiroshima. Ouais. Donc il y a d'autres indications géographiques. Après, tu as par exemple ici ce petit papier qui est mis, donc c'est Kora Master. Kora Master, c'est un concours de saké japonais. Je suis jury depuis sa création. C'est Keiichiro Miyagawa qui est importateur. Il est aussi saké samouraï. Alors saké samouraï, ça déconne pas. En fait, c'est un titre honorifique qui est donné par un groupement de producteurs japonais pour des gens qui font la promotion du saké, en général en dehors du Japon. D'accord. Et donc, Keiichiro Miyagawa, Kei-san, je le salue s'il nous écoute. C'est lui mon premier importateur de saké, mon importateur historique. Et quand il a lancé Kora Master, j'étais ravie qu'il m'ait demandé d'être jury. Et le président du jury, qui est aussi créateur du concours, c'est Xavier Tuisa, qui est meilleur sommelier de France. Il est meilleur ouvrier de France sommelier, c'est le chef sommelier du Crillon. Et il est aussi saké samouraï. Ils sont devenus saké samouraï tous les deux la même année. Un beau moyen de promouvoir le saké japonais. Donc il y a la petite étiquette qui te dit que, en tout cas, ce saké a été dégusté et... je vois des coupelles à saké, c'est pour une meilleure dégustation? Alors c'est vraiment de la verrerie traditionnelle, qui a des noms charmants pour les gens qui ont envie de faire du Scrabble. On dira Ochoko, Guinomi, Sakasuki, par exemple. Sakasuki, c'est plutôt ça, la coupelle, vraiment très évasée. Ok. Ça, c'est plutôt un Guinomi. C'est plus rond, c'est plus petit. Un petit peu plus rond. C'est vraiment pour le plaisir de la dégustation et souvent pour les sakés chauds aussi. D'accord. Alors à l'origine, c'était des coquillages. Et les geishas ou les maiko, donc les apprentis geishas, elles ont toujours des longues manches à leur kimono. Donc pour éviter en fait de tout renverser, on servait dans des petits contenants. Et il faut savoir qu'au Japon aussi, le saké c'est un lien social fort. Donc en fait, je vais te servir à boire, tu vas me servir à boire, et on va finir vite vu la taille en fait du récipient, donc ça va créer du lien. À nouveau rue Vital-Carl, puisqu'on est sorti de cette boutique qui est spécialisée sur les produits du Japon et autres, puisqu'il y a des sakés de plusieurs provenances. Qu'est-ce qui fait le bon saké? Alors, on n'a pas non plus 10 heures devant nous pour expliquer les choses, Chloé Caisse de Grande-Pierre, parce que tu fais des conférences sur le saké, tu partages aussi ton savoir sur le saké. Et je me souviens d'une conférence sur la question, est-ce que le terroir a son importance sur le goût du saké? Oui, par contre, on n'entend pas du tout terroir comme celui qu'on peut avoir en fait dans le vin. Moi, j'aime bien, pour expliquer aux gens, dire que le terroir, c'est un mélange de nature, human and God. La nature, c'est le sol, le sous-sol. Est-ce qu'on est près d'une montagne? Est-ce qu'on est près d'un plan d'eau? Le cépage qu'on va utiliser. Après, tu as l'homme, c'est toutes les décisions qui sont prises par l'homme. Et ça, il ne faut pas les négliger. Que ce soit que le maître de chez soit une femme, un homme, qui soit en biodynamie, en bio, en viticulture conventionnelle. Est-ce qu'on va utiliser des barriques neuves? Combien de pourcentage? Des cuves en inox, etc. Et God, c'est tout ce qu'on ne peut pas contrôler. Bah oui, c'est le sûr. climat et c'est la météo. Donc s'il grêle, s'il pleut, s'il fait soleil, etc. Alors, au Japon, le cépage de riz, si je peux me permettre de l'appeler comme ça, la céréale en fait n'a pas autant d'impact gustatif que le raisin par exemple peut l'avoir. Enfin, disons que le climat va influencer moins sur la qualité d'une céréale que la qualité d'un fruit. Par contre, ce qui est très important et qui fait vraiment office de notion de nature au Japon, c'est l'eau.
L'eau a un goût différent selon où elle passe. Tout à fait. Et en fait, en Asie, ils ont une vision de l'eau qui est complètement différente de celle qu'on peut avoir en Occident. C'est-à-dire? Parce que, en fait, l'eau, c'est un alicament ou un médicament, au choix. Ça veut dire que à partir du moment où on va consommer de l'eau, elle aura un impact sur notre corps et sur notre santé. Ce qui est la réalité, hein, puisque si on étudie par exemple les eaux minérales qui sont mises en bouteille, elles ont l'appellation d'eau minérale avec le ministère de la Santé. Elles ont donc un impact positif sur la santé. Il y a des eaux en France qui ne sont pas mises en bouteille parce que justement, elles sont sur prescription pour soigner certaines maladies, certaines pathologies. Et qu'elles doivent être utilisées à bon escient, avec certaines quantités, etc. Au Japon, tout comme en Asie, l'eau qu'on va utiliser par exemple pour la cuisine est extrêmement importante. L'eau dans laquelle on va faire cuire les ingrédients, elle est importante parce que tous les sels minéraux et les oligo-éléments vont passer dans les légumes et ces légumes, on va les ingérer. Et pour le saké japonais, c'est la même chose. C'est vraiment la personnalité, on va dire, du saké japonais qui est marquée par l'eau, que ce soit une eau forte, une eau dure, donc c'est une eau où il y a beaucoup de calcium et de magnésium, ou au contraire une eau faible, une eau douce où il y a peu de calcium et de magnésium. Donc ça va apporter pas nécessairement des goûts, mais plutôt des textures, je trouve, pour avoir goûté beaucoup d'eau récemment. Et puis il y a le pH de l'eau, et tu l'as dit, en fonction de là où elle est passée, l'eau, si c'est une eau qui est passée à travers de l'argile, à travers des roches volcaniques, elle va se charger en fait en minéraux de façon différente et ça va être utilisé par les levures durant la fermentation alcoolique et ça va donner une personnalité au saké. Donc après, pour revenir à qu'est-ce qu'un bon saké, c'est tout ça. Et encore. Et plus. Encore, oui, c'est. Après, c'est comme dans le vin. Il y a des sakés qui sont faits de façon traditionnelle, en petite quantité, des petites cuvées où beaucoup de soin est apporté. Puis après, il y a des sakés qui sont faits de façon plus industrielle, dans des maisons avec beaucoup de technologie, qui sont des sakés de qualité aussi, mais qui n'ont pas forcément la même dimension quand on apprend leur histoire et après forcément quand on les goûte. Est-ce que ce sont encore des sakés familiaux faits par des personnes du même village pour les sakés japonais, je parle? Ou est-ce que ce sont vraiment des grosses entreprises qui ont peut-être acheté des petites entreprises familiales? Au Japon, est-ce que ça fonctionne comme chez nous ou pas? Oui, tout à fait. Surtout après la Seconde Guerre mondiale. Il y a beaucoup de maisons qui ont acheté d'autres maisons, du moins qui se sont mis ensemble. Il y en a qui ont disparu. Et puis, il y a des monstres. Je pense notamment à la maison Asahi Shuzo. C'est quand même détenu par une famille. Asahi Shuzo, qui a une marque qui est très connue qui s'appelle Dasai. C'est la première maison de saké en termes d'emploi au Japon. C'est un produit de grande qualité. N'en déplaise à certains qui vont dire oui, mais il y a beaucoup de monde, c'est industriel, il y a beaucoup de machines, etc. Oui, mais il y a quand même toujours un côté manuel. Preuve en est, vu le nombre de personnes qu'ils embauchent. Et puis c'est un saké qui a un profil très fruité, très aromatique. Donc pour les palais des Européens, ça leur plaît beaucoup. Et puis après, tu as des petites maisons vraiment... quand même au Japon, c'est très familial. Ce que j'ai pu voir quand j'ai écrit le livre, c'est que c'est des maisons où il y a 12 générations, 15 générations, 18 générations. Ah oui, la tradition se perpétue. Ouais. Après, c'est une société patriarcale. On transmet et on essaye de poursuivre justement le travail qui a été fait par les parents. Donc ouais, c'est très important la famille. Je précise qu'on est dans la rue qui nous emmène au musée d'Aquitaine, à la place de la Victoire depuis Péberlan. C'est aussi pour ça qu'on entend souvent le tram passer, parce qu'on est en train de longer la ligne B. Oui. Je sais pas où tu m'emmènes. On va passer justement dans la petite rue là-bas.
Petite rue à droite? Petite rue à droite. Ah, je crois que je connais cette petite rue à droite. Oui, c'est ça, la rue du A. Elle a un joli nom. Oui, parce qu'il y avait un temple ici avant. Un fort. Ah, Le fort du A, qui a été une prison. Ah. C'était plusieurs choses successivement. tu es guide. Guide conférencière, une autre facette. Et il y a un de mes restaurants préférés dans cette rue. C'est là où tu m'emmènes? Exactement. C'est un très bon restaurant japonais. Alors j'ai 2 restaurants favoris à Bordeaux. Côté Japon, bien sûr. Il y a le Nama, et je dis pas ça parce que Patrick est mon ami. Parce que sinon les gens vont se dire, bon après, je suis devenue son amie peut-être parce que je mangeais trop au Nama. Peut-être aussi. Mais c'est une cuisine française d'influence japonaise. Ah. Alors que là, Ishikawa, il y a un côté japonais. J'adore leur petite façade. Les petites plantes Dehors. avant, ouais. C'est vraiment très japonais. Et donc il y a la cuisine au fond qui est ouverte avec le chef qui est donc japonais, qui a un bar et il y a du saké bien sûr. Alors on est au 22 rue du A. Bonjour, Bonjour. monsieur. Ohayo. Ah non, konnichiwa. Ouais. Vous allez bien? Ça va, merci. On parle justement de Ishikawa, des bonnes adresses japonaises à Bordeaux. ありがとうございます。こんにちは。 Konnichiwa. Konnichiwa. はい。お元気ですか？ O genki desu ka? O genki desu. Ogen Kineska. お元気です。 Ça veut dire comment est-ce que tu vas? Ah, Et il t'a répondu je vais bien. Arigato. Arigato. どういたしまして。 Ça veut dire de rien. Arigato gozaimasu. ありがとうございます。お疲れ様です。 Alors en japonais, tu prononces jamais le R en fait. Ah. Ça s'écrit arigato, Ouais. mais on dit arigato. Les R se prononcent L. Ok. Donc c'est arigato gozaimasu. Ça veut dire merci beaucoup. Et il a répondu do itashimashite. Donc ça veut dire je vous en prie de rien. Voilà. Et o genki desu ka, c'est comment est-ce que tu vas? Et tu réponds genki desu. Genki desu. Genki desu. Genki desu. Hai. Parfait. Hai. Tu peux partir vivre au Japon, c'est bon. Et donc genki desu, ça veut dire ça va. On dit ohayo gozaimasu ou alors konnichiwa pour l'après-midi. Bon, dis-moi Chloé, ça fait quand même des années maintenant que tu baignes dans la culture japonaise. C'est quelque chose qui a été un peu une surprise dans ta famille ou est-ce que tout le monde s'est dit, bah oui, de toute façon, elle était attirée par les contrées lointaines ou très naturellement, elle a voulu en savoir plus sur les alcools puisque c'était un petit peu ta formation? Ça a commencé à l'adolescence en fait. Au début de l'adolescence, ma mère travaillait dans une boutique d'art japonais. Ah voilà. Et donc j'ai découvert un autre pan de la culture japonaise. Je suis la génération Club Dorothée, qu'on le veuille ou non. Donc ça veut dire que je regardais à la sortie de l'école un peu la télé et j'avais le droit de regarder en particulier les Chevaliers du Zodiaque donc plutôt animation japonaise. Et par conséquent, je me suis pris d'une passion pour le Japon. Mes parents m'envoyaient, puisque à l'époque, on vivait à Tahiti, en Polynésie française. Ah oui. J'y ai vécu 12 ans, mes parents 20 ans. On envoie des enfants, par exemple, pour leur apprendre l'anglais en Angleterre, si on habite en France. Ben, à Tahiti, on allait en Nouvelle-Zélande, parce que c'était que 5 heures de vol. C'est pas loin. À côté des 22 heures pour aller en France. Donc mes parents m'envoyaient... Alors pas tout le temps, mais ils m'ont envoyé un petit peu en Nouvelle-Zélande. Et en Nouvelle-Zélande, tu avais beaucoup de Japonais qui allaient aussi pour apprendre l'anglais. Donc j'ai rencontré pas mal de Japonais, certains avec qui je suis toujours en contact. Et c'est comme ça aussi qu'a été entretenue cette passion pour le Japon. Ma mère se disait, ça va lui passer, c'est une passion un peu comme ça. Mais, Une lubie. Oui. Et en fait, pas du tout. Même si j'ai pas fait d'études en lien avec le Japon, pourtant. À l'origine, mon métier de rêve, je voulais être directrice de musée. D'un musée en particulier, je voulais être la responsable du musée Guimet, qui est le musée des arts asiatiques à Paris.
Je suis très fière d'ailleurs parce que l'autre jour, mon éditrice m'a envoyé une photo et il y a mon livre Musée Guimet. Tu vois, comme quoi des fois les boucles... conservatrice, voilà. Je voulais être conservatrice de musée et en particulier du musée Guimet. Je voulais donc faire Sciences Po, et surtout la Sorbonne aussi parce que j'avais vu un magnifique reportage sur la Sorbonne. Mais mes parents m'ont dit too young, trop jeune, tu restes à côté de chez nous. Bon, j'ai fait une école de commerce en France après. Et j'ai pas du tout fait d'études après pour être... D'ailleurs, j'avais pas fait d'études spécialement pour être dans le vin ni dans l'alcool. Je voulais vraiment... Alors comme mon rêve d'être au musée Guimet était tombé à l'eau, je m'étais dit je vais travailler dans le tourisme parce qu'à Tahiti, c'est quelque chose qui est très commun. Que j'ai pas du tout fait des études pour travailler en lien avec le Japon, ni avec le vin et les spiritueux. Mais je suis tombée... dans le négoce. Et c'est lors d'un Vinexpo que j'ai suivi une masterclass sur le saké japonais et ça a été une première révélation. Je me souviens que le lendemain, il y en avait une autre. Je me suis inscrite tout de suite. Et c'est rigolo parce que c'était la maison d'Aishishi, qui est une maison très connue dans le saké japonais. Et écoute bien, je les ai contactés bien évidemment pour mon livre. Je me suis dit c'est mon premier saké, mon premier amour. Et donc ça devait dater le Vinexpo, je pense, de 2013. Ouais. Puisque c'est en 2013 que je suis devenue saké sommelière, suite en fait à cette expérience. D'accord. Ils m'ont renvoyé des photos de 2013 de cette masterclass et je suis en photo. Et tu me vois, il n'y avait pas grand monde dans la salle. Alors qu'aujourd'hui, quand on fait des conférences sur le saké, c'est bien rempli. C'était les balbutiements à l'époque. Ah ouais. Et maintenant, tu formes les sakés sommeliers et sommelières. Et tu es la seule femme de France à faire ça ? Pour l'instant, oui. Il y a une future saké éducatrice à Paris, normalement. Donc, je pourrais bientôt plus dire que je suis la seule en France. Mais je l'ai été pendant longtemps, saké educator. Donc ça fait 10 ans, pratiquement. Et là, on est en train de longer la ligne A, je précise. On marche d'un bon pas. D'un pas décidé vers une pâtisserie, tout à fait. Ouais, une pâtisserie qui s'appelle la pâtisserie S, Courrazas-Lorraine. Satomi-san, qui a ouvert cette pâtisserie avec son mari. Satomi, qui a été chef pâtissière de Joël Robuchon pendant de nombreuses années. C'est une belle référence. Puis un petit peu de gagnère à la grande maison. Et elle a ouvert la pâtisserie S. Elle a ouvert un izakaya aussi récemment. Izakaya. Donc, un izakaya, c'est un bar-restaurant japonais qui s'appelle Aoi, qui est à Mériadec. Et donc c'est une jeune femme qui fait la cuisine, qui est japonaise, qui est adorable et qui fait très bien la cuisine aussi. Il y a un peu de saké, il y a de la bière aussi, donc tout Japan. Et c'est vrai que Satomi et donc son mari, Stanley, c'est pour ça pâtisserie S, ont ouvert cette magnifique pâtisserie Cour Alsace-Lorraine en alliant vraiment le côté France et le côté Japon bien sûr, mais c'est pas de la pâtisserie pure traditionnelle japonaise qu'on appelle wagashi, qui est très belle à regarder et qui à manger est intéressante. Intéressante, ça veut pas dire divinement bonne. En fait, à l'origine, les Japonais ne mangent pas trop sucré, ils vont manger des fruits et voilà, faire des mochi. Les wagashi, c'est vraiment en général une pâtisserie qui accompagne le thé matcha. Et donc on est sur une pâtisserie qui a une représentation, donc ça va représenter des fleurs, ça va représenter la neige. Donc esthétiquement, c'est magnifique. Mais après, gustativement, c'est pas la pâtisserie comme on la connaît, nous, de Pierre Hermé ou autre. Et attention, parce qu'au Japon, alors disons qu'ils sont fortiches en pâtisserie. Ils adorent la pâtisserie française et ils font des gâteaux. Ah mais on peut aller se rhabiller, hein. Je te le dis, Isabelle. C'est vraiment incroyable. Alors surtout si tu vas au Japon pendant la période de la Saint-Valentin, parce qu'on offre des chocolats ou des pâtisseries à ce moment-là. C'est très très beau, c'est très très bon. Il y a beaucoup de fraises. Ah ouais.
Donc il y a un savoir qui a été un petit peu récupéré dans d'autres pays comme chez nous, la France Ah ouais. peut-être. Mais surtout, il y a un lien fort entre la France et le Japon. Et le hein. Japon, ouais. On a des différences absolument incroyables et des ressemblances, des liens, des ponts, comme la pâtisserie. Et cet amour de la perfection aussi, en fait. Hein. Je te propose qu'on aille se détendre un petit peu dans cette pâtisserie. Ouais. Et puis on fait un petit break, quoi. On fait un petit break. Merci Chloé Cazot-Grandpierre. Merci Isabelle. Arigato gozaimasu. Je sais plus ce que je dois te dire. Douita shimashite. Oh là, ça c'est trop rapide. Doita. Douita. Attends. Douita shimashite. Ah, blablabla. Doita Shimashite. Parfait. Bravo Isabelle. On est détend. Arigato. Douita shimashite. Allez, voilà. On peut pas sortir. Attends. Donnons le passage. Merci madame. Merci. On a pris un sens interdit là, Chloé. On est dans l'illégalité la plus La totale. plus totale.